Maître Yaakov Garçon, bonjour. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Bienvenue au cabinet de Ray dans ce nouveau podcast. On va parler aujourd'hui de contentieux, votre spécialité. Donc, vous exercez sur Jérusalem? On exerce dans tout le pays, Dans tout- Jérusalem, Tel Aviv, Haïfa, Eilat, Tzfat, voilà. Évidemment Ashdod, Ashkelon. Parlez-nous un petit peu de votre spécialité, parce que le contentieux en Israël, c'est pas si courant que ça. Alors, ça peut paraître pas courant, mais en fait, étant donné qu'Israël se place un des plus grands nombres de procédures contentieuses par habitant. Je crois que c'est le pays où il y a le plus d'avocats au Alors, monde plus aussi. d'avocats par habitant, ça Hein, oui. ça oui. Hein. Mais il y a aussi, mais on oublie de dire, quand on donne cette donnée, on oublie de dire que c'est aussi le pays où il y a le nombre de procédures le plus grand par habitant, pour 100 habitants. Ok. Donc ça justifie un peu le nombre d'avocats. Ça devrait en tout cas. Donc, mais au-delà de ça, C'est-à-dire c'est un peu la culture américaine où on fait un procès à n'importe qui alors pour c'est la n'importe culture quoi. américaine où on s'attaque beaucoup, cumulée à la culture juive de la loi, Ouais. qui est que on accepte rarement de se voir dire qu'on a tort si c'est pas dit par la loi Ok. et si c'est pas dit par un juge. Donc du coup, il faut toujours recourir à ce qu'on appelle le tiers garant, c'est-à-dire un tiers qui viendra être garant de la loi et trancher le conflit. Il y a de plus en plus de moyens qui sont mis en place pour qu'il y ait une résolution alternative du conflit, moins coûteuse, mais force est de constater que sur les particuliers en plus grande majorité, c'est difficile de renoncer aux droits qu'on pense être les nôtres, difficile de ne pas au moins mettre en marche un processus, et de renoncer en amont déjà sans avoir fait aucune démarche, même quand les gens auraient envie de faire ça, on constate qu'il y a quelque chose qui résiste à cette renonciation et qui les pousse à au moins enclencher le processus du contentieux. Alors le processus du contentieux n'a pas toujours vocation à être mené jusqu'au bout, même rarement. Ça veut dire qu'il fait partie de la négociation, c'est ça? Exactement, ça veut dire que négocier sans avoir mis par écrit les arguments par un avocat, présenter la chose, l'analyse juridique, les prétentions, les preuves, ça c'est une certaine forme de négociation, qu'on pourrait même qualifier d'informelle. Alors, juste une petite parenthèse, c'est pour les Français qui nous écoutent, je dis pas les francophones, parce qu'au Canada c'est encore différent, en Belgique c'est Ouais. différent, mais pour les Français, culturellement, on va pas tellement au contentieux. Exact. Et, hein. Alors c'est vrai qu'en France, les avocats, il y a plein de clients à moi qui m'ont dit c'est la première fois que je vais voir un avocat. Et y compris pour le contentieux, parce que ça fait pas partie de la culture en France. Mais je dois dire que les Français apprennent vite. Ça veut dire c'est vrai que c'est pas forcément des gens qui ont déjà eu recours à ça en France, mais quand ils décident de se prêter au jeu, ils s'y prêtent très bien et ils savent très bien, comme on dit, mener leur barque. Parce que ceux qui ont compris ou accepté, entre guillemets, que c'est la règle du jeu, ne veulent pas rester en dehors et ne veulent pas renoncer sans être défendu, sachant que souvent la partie adverse attend ça, et celui qui ne fait pas cette démarche n'en a pas d'autre qu'il peut faire pour faire valoir ses droits. Et ça, c'est peut-être un certain manquement du système, là où en France, il y a beaucoup d'étapes intermédiaires qui ont été instituées au fur et à mesure des années, même des siècles. Ici en Israël, on a ou la négociation en privé, ou le contentieux devant un juge. Et on gagnerait à avoir une étape intermédiaire qui ne pousserait pas n'importe quel différend à se retrouver devant un tribunal qui est de toute façon complètement overbooké, et on comprend pourquoi, c'est la seule adresse. C'est quoi les qui délais s'adresser. d'attente? Nous, on dit qu'une procédure contentieuse porte à porte, c'est-à-dire depuis le moment où vous allez voir l'avocat pour la première fois jusqu'à la décision finale, c'est entre 2 ans et 2 ans et demi. Ah oui, quand même. Et ça, c'est un délai, à mon avis, raisonnable. Le plus souvent, pas le plus souvent, mais dans plusieurs cas, il y a des imprévus qui font qu'on déborde vers les 3 ans. Oui, les délais sont... Alors, je me suis laissé dire, même si je ne le sais pas de première main, en France, les délais étaient plus longs. Donc sur ça, bon, je sais que la France a des grandes Lacunes. voilà, des grandes médailles sur les durées de procédure. Mais en France aussi, c'est long, il peut y avoir des renvois. Là, par exemple, avec la guerre, on a eu des renvois à cause des audiences qui auraient dû être tenues et qui sont renvoyées du coup à cause des vacances et d'août et tout ça, qui sont renvoyées à novembre. Pour les justiciables, c'est un problème. Le juge, lui, il renvoie comme ça tout ce qui était prévu pour cette période, il renvoie. Pour le justiciable, c'est un coup, il s'était préparé à ça. Et notre rôle aussi, c'est justement de faire ce lien entre les cultures, de rendre plus accessible la mentalité locale et de faire le tri à des justiciables qui sont confrontés à des éléments qui sont complètement étrangers pour eux. Okay. Ils jouent à l'extérieur. Donnez-nous des exemples. L'exemple, par exemple, du narratif qu'on va adopter. Dans toute procédure, on défend une cause. Cette cause, il faut la raconter, il faut la narrer dans des concepts qui résonnent chez la personne qui va devoir trancher. Donc les questions de bien et de mal, de fréquent, pas fréquent, de une conduite qui est acceptable, pas acceptable, raisonnable, pas raisonnable, c'est au final des concepts qui sont culturels. Ce n'est pas des concepts qui sont toujours juridiques. Et donc dans la tête d'un juge français, ce qui aurait été inacceptable, et donc qui aurait valu
de prendre le parti de la personne qui a subi ça dans la tête d'un juge français, dans la tête d'un juge israélien par exemple, pas du tout. Donc les clients arrivent avec beaucoup de choses qu'ils racontent en disant... Juste une petite ouais, bien sûr. aparté, c'est d'après vous, hein, c'est lié uniquement à la culture du pays ou est-ce que c'est lié aussi à la religion? Non, je pense que c'est lié à la culture. D'accord. Je pense que c'est lié à la culture. Là, pour le coup, on parle de quelque chose qui est israélien. Ok. À cause de... Vous voyez, par exemple, pour vous donner un exemple, les gens viennent avec des histoires en disant « je suis un cas particulier parce que il m'est arrivé ça et ça ». Et c'est évidemment vrai, chaque personne est un monde. Mais quand vous mettez ça en regard de ce que certaines familles peuvent subir ici, en termes de pertes, en termes de tragédie, comme on a pu malheureusement avoir l'occasion de le voir ces dernières années, il faut prendre les proportions. Donc quand on dit qu'une personne dit « je ne peux pas venir à l'audience parce que j'ai rendez-vous chez le médecin », non. il faut comprendre que si le juge israélien voit ça dans le contexte actuel, son jugement va être très rapide sur où classer cet argument. Donc ça, c'est notre rôle à nous d'avocat local, évidemment, de savoir faire ce pont. Et ça fait partie intégrante de notre travail. Et je pense que c'est pour ça que les clients se tournent vers nous, parce qu'on a à la fois la culture française pour les recevoir, et la culture et l'expérience israélienne pour présenter au mieux leur histoire, leurs arguments et leurs prétentions, auxquels ils ont droit, sans aucun doute, mais il faut les présenter d'une certaine façon qui soit audible pour le destinataire. Est-ce que vous auriez un exemple concret sans... Vous savez, il y a des fois, on a tellement d'exemples qu'on ne sait plus lequel prendre. Mais... Alors, il faut que je sois aussi pas trop précis pour que ce soit pas identifiable. Mais souvent sur la question de du non-respect des formes, du non-respect des règles écrites, qui sont parfois dans la culture française une raison suffisante pour porter un jugement moral sur une personne. On dit au juge, voilà, il n'a pas fait ça, ça veut dire que. Or, en Israël, on est dans un système beaucoup plus informel, qui se concentre beaucoup plus sur le fond, pour le meilleur et pour le pire. Ça veut dire par exemple une histoire qui est valable sur le fond mais qui ne se vérifie pas dans les papiers aura une chance d'être entendue. Là où dans des systèmes formalistes, elle n'aurait pas eu une chance d'être entendue. Okay. Mais par contre, celui qui pense gagner parce qu'il a tous les papiers en ordre, non, on va lui demander une histoire sur le fond. On ne va pas se suffire du fait que... Donc encore une fois le narratif, c'est ça? Pas seulement, là on parle même d'éléments factuels. Par exemple, un testament signé, ouais. C'est pas la fin des débats. Ça peut être le début d'un débat. Tout dépend ce qu'il y a comme autre fait autour de ça. D'accord. Donc il y a moins de sacralisation de la lettre écrite. C'est pour ça, excusez-moi, mais c'est pour ça, par expérience, pour revenir à ce qu'on a dit tout à l'heure offline, que souvent les avocats israéliens ne recommandent pas d'aller jusqu'au contentieux. C'est pour cette raison-là. C'est parce qu'en fait, on ne sait pas comment va réagir le juge. Alors, c'est vrai, exactement. Ça fait partie parce que vous êtes un spécialiste du contentieux. Exact. Vous montez sur le ring et vous vous battez. Exactement. Mais vous avez raison que le fait que le droit jurisprudentiel soit assez informel, il n'est pas sauvage, hein, mais il est informel dans le sens où un écrit n'est pas sacralisé comme dans d'autres systèmes. Ça fait qu'il y a une grande incertitude sur l'issue du dossier. Et c'est pour ça que nous, en ayant l'expérience, on peut vous dire que tout dossier peut être défendu. Et même vous prenez vous arc-boutez sur, je ne trouve pas le mot exact, mais vous prenez l'aspect inverse en disant simplement que, d'après vous, selon vous, il vaut mieux aller il faut utiliser le contentieux, il faut monter sur le ring, parce qu'en fait, chaque cause peut être défendue et elle peut être gagnée si elle est bien défendue, c'est ça? Alors oui, ça résume bien. Après, évidemment, il faut que ce soit... Ne pas rester dans un flou, en fait. Voilà, il faut que ce soit le client qui le veuille. Mais si le client le veut et est prêt à payer le prix de cette expérience, et il y en a beaucoup qui le veulent et qu'on décourage en disant ne va pas au tribunal. Moi, je ne suis pas de cet avis. Je pense que si le client est au courant de ce que ça implique de faire une démarche comme celle-là, l'incertitude ne doit pas le freiner. Et au contraire, à cause du fait que le droit est ouvert et que les juges sont ouverts à écouter, il y a beaucoup plus d'opportunités que de barrières. Et dans le même sens, quand on est de l'autre côté du dossier et qu'on a avec nous des écrits qui sont apparemment indéboulonnables, il faut toujours se méfier. Parce que c'est vrai que l'écrit garde une grande force, c'est vrai que c'est un point de départ, mais il faut faire attention à ce qu'il n'y ait pas d'autres arguments autour de choses qui ont été dites autour de l'écrit, qui ont été... Le contexte. Exactement, le contexte, les circonstances. Actuellement, c'est même juridiquement, pour faire un petit point de droit très rapide, les circonstances de la rédaction et de la signature d'un contrat font même partie actuellement des sources qu'on utilise pour interpréter le contrat. Alors pas contre la lettre écrite. Donc on évite le chat GPT. Alors d'abord, de toute façon, mais dans les cas où les circonstances peuvent parler et que le texte est équivoque, c'est-à-dire que le texte n'est pas clair, on va aller chercher dans les mails qui ont précédé la signature, on va aller chercher dans les échanges WhatsApp qui ont précédé la signature pour trouver quelle était l'intention des parties. Ça aussi,
c'est un élément qui est étranger aux gens Français. qui viennent voilà, des systèmes qu'on appelle continentaux, c'est-à-dire la France, la Belgique, tous les systèmes d'Europe continentale, qui eux, par exemple, le meilleur exemple, c'est WhatsApp. Les écrits WhatsApp, c'est dans beaucoup Alors, je sais qu'à Dubaï, ils prennent ça aussi en compte. Ah bah, il y a eu des gens qui ont été condamnés pour avoir eu des propos qui étaient déplacés. Alors, il y a les propos déplacés, mais il y a surtout les engagements. Bonjour, je te vends ma voiture pour 120 000, c'est d'accord. Il y a contrat. D'accord. Par note vocale, il y a contrat. Ça veut dire que le système israélien dit, moi je cherche, entre guillemets, entre très grands guillemets, une certaine vérité sur ce qui s'est passé. Avec évidemment d'énormes guillemets. Mais ça veut dire que je ne laisse pas les justiciables se cacher derrière la question du formalisme pour dire, ah non, mais je lui dis ça, mais en fait ça vaut pas. Ah si, ça vaut. Et c'est pour ça qu'une grande partie de notre travail, c'est d'éplucher ces écrits-là. Parce que quand le texte d'un contrat, ou quand un engagement dans les formes connues... Techniquement, j'arrive pas à comprendre. Ouais. Techniquement, comment vous faites pour avoir accès aux messages WhatsApp Très simple, je dis au client, vous me transférez, vous faites un Yitsu chat, vous faites exporter le chat avec les médias, parce que vous voyez, on a l'habitude, et vous m'envoyez le chat que vous avez eu avec l'adversaire. D'accord. Et si l'adversaire, l'autre partie, on va dire, a effacé son message? C'est pas grave, parce que vous l'avez. Ok, c'est ça. Okay. Et puis des fois, il y en a qui changent de téléphone, on n'a plus. Il y en a qui... C'est pas grave, on fait avec ce qu'on a. Mais je veux toujours voir le WhatsApp. Parce que si lui le sort et que moi je suis pas au courant, c'est pas bon. Très intéressant. Donc, il y a une partie tech, c'est limité, mais en fait, vous prenez ça aussi en compte. Donc, les emails... Oui, les emails, bien sûr. Les emails sont réputés beaucoup plus sérieux que le WhatsApp. Oui, ouais. Le WhatsApp, ça aurait pu être... Il y a même l'oral. Ouais. Si les deux sont d'accord que ça a été dit. Oui, d'accord. Okay. Non, si c'est pas contesté. Ça a été dit. Ça a été dit, mais... Quoi, mais s'il y a une bonne raison, on peut. Encore une fois, je pense pas que... Le juge n'est pas étranger au fait qu'on n'écrit pas sur un WhatsApp des choses très importantes. On ne dit pas à l'oral des choses très importantes, ou on les dit sous réserve de les faire valider à l'écrit par des professionnels. Mais il faut comprendre que si jamais on n'a pas des circonstances comme ça à faire valoir, alors ça suffit pour faire engagement, pour le meilleur et pour le pire. Si vous pouvez être parfois du côté qui a besoin de ça pour faire valoir cette chose-là. Mais par exemple, une fois, on a eu un dossier d'une signature d'un appartement, d'une signature d'une transaction immobilière, annulée le matin même. Donc il signe et il annule. Non, il n'a pas signé. Ils avaient fixé la signature pour 11h30, et à 8h30, appel de l'avocat du vendeur, on ne peut pas signer, on a une exposition fiscale qu'on n'avait pas prévue. Donc si jamais le vendeur vend, il doit payer énormément d'impôts. Alors il faut savoir que ça, en droit israélien, comme on dit dans d'autres contextes, c'est assourd. Ça veut dire qu'une fois que tout est prêt, donc le contrat est écrit, il est prêt à être signé, il est sur la table, imprimé, on est 2 heures avant la signature. Normalement, et tous ceux qui ont fait première année de droit le savent, la signature même du contrat n'est pas toujours rédhibitoire. Tout dépend de quel type de contrat on parle. Et nous, on a montré que dans le cadre d'un contrat immobilier, les gens peuvent se dire par WhatsApp tout ce qu'ils veulent. Le fait qu'on va chez l'avocat pour signer, qu'on ne signe pas entre nous sur un bout de table, ça veut dire que la gmirut da'at, c'est-à-dire le consentement à contracter, n'est pas formé jusqu'au moment de la signature. Mais ça, c'est vrai pour les contrats immobiliers pour lesquels on va voir l'avocat. Pour la voiture, on ne va pas voir l'avocat. Donc là-bas, on peut avoir des circonstances beaucoup plus faibles en termes de teneur qui font contrat, pour un contrat de location. Est-ce qu'un contrat de location doit être écrit? Est-ce qu'un contrat de travail doit être écrit? Le contrat immobilier doit être écrit, c'est dans la loi. Comme en France d'ailleurs, il doit être fait par un acte. En France, il doit être fait par un acte notarié, il ne peut pas être fait par un acte sein privé. Ici, il n'y a pas de notaire dans ce sens-là, donc on a dit écrit. Mais est-ce qu'un contrat de travail doit être écrit? Les gens disent, j'ai pas de contrat. Si, vous avez un contrat, il est oral. Un contrat oral, ça existe. On peut faire un contrat par comportement. On n'a rien dit, mais vous venez au travail et je vous paye. Il y a contrat. Donc c'est 3 formes de formation du contrat, écrit, oral et comportemental. D'accord. Et ça joue beaucoup, et il y a une règle en droit des contrats israéliens inspirée du droit américain qui dit que les engagements doivent être respectés. Qu'est-ce que ça veut dire là? C'est une banalité dit comme ça, mais ça veut dire que si jamais il y a engagement, il devra être respecté, même s'il n'a pas respecté les formes. Donc ça c'est important, et c'est une différence de culture, pour un exemple, une vraie différence de culture avec la culture française. Encore une fois, je vais vous demander un exemple. Par exemple, vous dites celui qui dit j'ai pas signé. J'ai pas signé, ça vaut rien. J'ai pas signé le contrat, j'ai pas de contrat pour vendre ma voiture. J'ai pas de contrat pour... alors la location, ça a changé récemment, mais j'ai pas de contrat de travail. Il n'y a pas d'obligation de faire un contrat écrit. Il y a une obligation d'avoir une notification sur les conditions de travail. C'est un autre papier. Mais par exemple aussi, j'ai signé mais j'ai pas compris. C'était en hébreu. Alors ça, c'est assez courant. C'est assez courant, et je pense vraiment que c'est honnête. Je pense que c'est vrai. Mais par exemple, là aussi, il y a une différence entre... Et là, c'est du coup le côté anglo-saxon qui revient par rapport au côté européen continental. Le côté européen va chercher... Est-ce que vous aviez conscience de l'engagement que vous preniez? Le côté israélien, par inspiration anglo-saxonne, va demander
est-ce que vous aviez conscience du risque que vous preniez? C'est pas la même chose. Quand vous signez sans comprendre, ce que dit le juge israélien, c'est que vous avez pris le risque. Et donc, s'il y a marqué que vous devez X à Y, c'est sur vous. Parce que c'est une question le contrat est une question de partage de risque. Alors que dans un droit français, si je ne m'abuse, je ne connais pas parfaitement, mais c'est ce que j'ai compris, on va chercher s'il y a un vrai engagement, c'est-à-dire s'il y a une vraie conscience d'avoir pris sur soi tel et tel engagement. Si c'est dans une langue qui n'est pas comprise par la personne qui signe, il se peut très bien que ce soit invalidé. Maintenant, ça par exemple, ça vient de considérations économiques. Pour que l'économie tourne, on a besoin que le contrat soit très très bien protégé et qu'on ne puisse pas défaire un contrat, ou alors très difficilement. Donc dans une économie capitaliste qui est basée sur le contrat, vous vous engagez, votre engagement il doit être très solide pour qu'après, derrière, celui envers qui vous vous êtes engagé puisse s'engager, et l'autre derrière aussi, derrière aussi. Et donc ça, c'est pour ça qu'on sacralise un peu la vision du contrat, et parfois, au niveau factuel, c'est complètement fictif, puisqu'il peut être prouvé que la personne ne comprenait pas l'hébreu. Donc c'est prouvé qu'elle ne s'est pas engagée, en tout cas mentalement, il n'y a pas eu l'information qui est montée au cerveau. Oui, mais une fois que vous signez, sans comprendre, vous prenez le risque. Pourquoi? Parce que sinon, toute personne qui va signer va dire « j'ai pas compris », et maintenant il faut rentrer dans son niveau de maîtrise de l'hébreu, et on sait qu'il y a à ce niveau-là plein de niveaux. Est-ce qu'il a assez compris ou pas compris? C'est une question, est-ce qu'on peut parler de pression sociale qu'il peut y avoir à ce moment-là? Alors, ça aussi c'est un bon exemple, parce que, très bon exemple, souvent, on entend des gens qui veulent défaire une signature parce qu'ils étaient dans un état psychologique vulnérable. Voilà. Okay. Ça, j'ai eu pas mal de cas où cet argument a été soulevé. Ouais. Voilà, j'étais en dépression, j'étais pas bien, j'ai signé. Ça arrive souvent avec les contrats de divorce. Convention de divorce, la personne est dans un état, homme ou femme, hein, qu'on peut imaginer vraiment loin de son état normal, et signature sur des montants de mésonotes en général, assez importants, et sans comprendre l'impact que ça a tous les mois, parce que les mésonotes, c'est tous les mois. Ça, couplé à la volonté de ne pas partir au conflit tout azimut, qui est louable, mais on revient en disant, j'étais pas dans mon état normal quand j'ai signé. Ou il m'a mis la pression. Exactement, on m'a mis la pression, ou par exemple, on entend aussi, dans les conflits immobiliers avec des câbles le câble m'a mis une pression de fou, c'est pour ça que j'ai signé, j'ai renoncé aux indemnités auxquelles j'avais le droit, ou j'ai renoncé à ça. Il faut comprendre que, en droit israélien, je ne sais pas si c'est tellement différent dans les autres droits, parce que là, il y a un problème de jusqu'où on va, et le problème, c'est ouvrir la porte à quel abus, finalement. Ça veut dire que quand une personne vient et dit « j'étais pas dans mon état normal », qu'est-ce qu'on a comme élément pour jauger de ça? Si on a un certificat médical qui atteste d'une perte des capacités cognitives et de la lucidité, jusqu'à la perte de la capacité juridique, et ça peut être un cas comme ça maintenant, une personne qui était atteinte d'Alzheimer, un début d'Alzheimer, sa famille lui a fait signer sur une renonciation à un héritage et une succession très importante, évidemment. Plus il y a des millions et plus les démarches qui sont faites pas du gain. Voilà, sont douteuses et parfois même fallacieuses. Alors là, on a un suivi médical en Israël, on peut faire valoir des documents médicaux, il va devoir être expertisé, et seulement si l'expert décide qu'il y a une altération des capacités cognitives, on pourra prétendre à un vice de consentement. Mais venir dire « je me sentais pas bien le jour de la signature », ça suffit pas. Est-ce que, en 2025, tout le monde a un smartphone? Oui. Est-ce que le fait de filmer ce genre de rendez-vous, est-ce que ça a un impact? Alors oui, c'est d'ailleurs rentré beaucoup dans les mœurs pour les testaments. Les testaments se font parfois beaucoup... en visio alors ils sont pas encore... On ne peut pas les faire en visio, mais ils sont filmés. C'est-à-dire qu'on met une webcam et on filme le Mahamad de la signature pour justement qu'on voit que c'est bien aujourd'hui il est défunt, mais à l'époque le testateur qui dit voilà mes instructions, voilà ce que je veux. Il y a même beaucoup d'avocats qui posent des questions, qui font comme une interview. J'ai pas compris. Avant que la personne décède, elle se filme pendant le... Non, alors quand elle signe le testament, c'est avant qu'elle décède forcément, le moment de signer, on sort pas un papier, on signe, on s'en va. On sort le papier. Filmée à ce moment-là. Exactement, on la filme et on dit qu'est-ce qu'il y a dans question ouverte, toujours. Qu'est-ce qu'il y a dans le testament? Je donne tant à un tel, tant à un tel, tant à un tel. Très bien. Pourquoi vous donnez plus à lui qu'à lui? Parce que lui et lui et lui et lui. Pourquoi vous donnez pas à lui? Parce que ça et ça et ça. Ça permet de ne pas défaire le testament. Ça, c'est ce comme on dirait à Yad Zahav. Ça, c'est la reine des preuves. Mais, parfois, le testament est trop ambigu. Et il y a des choses qui font que l'avocat pourrait ne pas vouloir que le testament soit filmé. Alors, c'est pas encore obligatoire. Ça pourrait le devenir, que ce soit obligatoire. Parce que justement, comme c'est pas obligatoire et qu'on peut se cacher derrière l'écrit, des fois, des testaments qui sont un peu... on n'est pas sûr que c'est la volonté vraiment du testateur, ou que lui, il est dans un état un peu fragile pour exprimer une volonté, ou qu'il n'exprime pas bien, mais qu'on l'aide à finir ses phrases. Là, on ne veut pas filmer. Parce que filmer, c'est à double tranchant. Soit ça sort très bien, soit on voit on voit sur la vidéo que la personne n'est pas très active, ne répond pas aux questions,
Et là, un document qui n'aurait pas été contestable sans avoir été filmé devient complètement contestable et pratiquement caduque parce qu'il a été filmé. J'ai eu ce cas. J'ai ce cas actuellement avec une donation faite par peu de temps avant la mort, une donation faite d'une mère à sa fille. Et comme c'était pendant le Covid, ça a été fait à distance, donc ça a été filmé. On a mis la main sur la vidéo en question et d'une donation qui était complètement, qui avait l'air clean sur le papier, c'est le cas de le dire, parce qu'il y avait, voilà, acte de donation, tout ça, signature. On découvre une scène où la mère est dans un coin, elle est très âgée, elle n'est pas malade médicalement parlant. Donc si on avait même fait une analyse médicale, on n'aurait pas trouvé une altération manifeste des capacités cognitives. Mais on voit que c'est la fille qui parle avec l'avocat 100% du temps. « Maman, t'as compris ? Maman, tu signes là !» La mère signe, elle ne dit pas un mot, la mère. Et ça, quand le juge a vu ça, alors là, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ça, on le soumet au juge, mais on ne peut pas le soumettre comme ça. D'abord, c'est en français. À part ça, c'est une vidéo. Pour soumettre une vidéo, il faut la faire retranscrire à l'écrit. Donc on fait retranscrire par des sociétés spécialisées qui retranscrivent un tel dit, un tel dit, un tel dit, pour avoir un dialogue. Ouais. Voilà. Et ensuite, il faut traduire ça en hébreu, puisque le transcript est en français, la plupart du temps. On fait ce travail-là, qui a un certain coût, parce que c'est externalisé, mais il est indispensable. Parce que, dans notre cas, par exemple, la juge a vu ça, et à la première audience, qui n'est pas censée être une audience où on tranche les questions, elle a dit à la partie adverse, elle a dit, vous avez un gros problème, dans cette vidéo, la mère ne dit pas mot, elle est prostrée, ouais. Elle dit rien. La juge a dit, je renverse la charge de la preuve, c'est à vous maintenant de prouver que la mère n'a pas été abusée dans cette signature, alors qu'avant la charge de la preuve était sur nous, demandeurs, qu'on voulait remettre en question cette donation. Elle a dit, c'est une preuve tellement grande que je renverse la charge de la preuve, prouvez-moi qu'il n'y a pas eu abus de faiblesse sur cette personne. Alors, le dossier est encore en cours, donc on va voir comment ça se finit, mais voilà, ça c'est... Et tout ça parce que c'était au Covid et que ça a été filmé. Normalement, ça n'aurait pas dû être filmé. Extraordinaire, je vous propose qu'on fasse la suite au prochain épisode. D'accord. Merci avec beaucoup, plaisir. À très bientôt. Et pour contacter Yaakov Garçon, lien en description. À très bientôt. Here we go. Money, making crap for